c'est tout. 14 décembre 2025. 4e année, jour 294 depuis le début de l'invasion totale. Bienvenue à tous, voici le rapport quotidien. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous constatons une nouvelle intensification des attaques de drones ukrainiens contre les infrastructures énergétiques, radars et logistiques russes. De nouveaux développements concernant le contrôle de l'espace aérien au-dessus de la Crimée et de violents combats près de Siversk, ainsi que bien d'autres choses. Mais d'abord, jetons un coup d'œil à l'état actuel de la collecte de dons. Près de 30% ont été atteints au cours des 7 derniers séjours. Continuez comme ça, chaque euro compte. Nous faisons encore un don pour un fourgon connecté. 100% des fonds vont à Ukraine Hilfe Berlin, qui tient une comptabilité et est reconnue d'utilité publique. C'est pourquoi vous pouvez déduire vos dons de vos impôts. Comme toujours, je donnerai un drapeau Warren Tactics signé au plus grand donateur individuel en cadeau. Profitez donc de l'occasion pour faire encore une bonne action cette année. Les liens PayPal et les coordonnées dites bancaires se trouvent tout en haut de la description de la vidéo. Pour chaque nouvel abonné, je rajoute d'ailleurs 4 centimes à mon don habituel, alors n'hésitez pas, ça ne coûte rien pour les nouveaux spectateurs parmi vous. Nous l'avons déjà fait plusieurs fois avec Ukraine Hilfe Berlin, et cette communauté a déjà sauvé de nombreuses vies. On dit qu'en moyenne, chaque véhicule d'aide envoyé permet de sauver environ 100 vies humaines. Nous en sommes très fiers car nous avons agi moi aussi. Commençons comme d'habitude par les dernières frappes de drones. À Afipski, des habitants ont de nouveau signalé une attaque de drone qui a été enregistrée par la population. Par la suite, la raffinerie locale a de nouveau été la cible d'une attaque de drone. Aucune information sur des dégâts ou interruptions de production n'est disponible actuellement. Près de la centrale thermique de Simferopol en Crimée, un nouveau dépôt de carburant serait en feu, selon des rapports. Des chaînes Telegram russes font état d'une attaque de drone contre des dépôts de pétrole dans la région de Volgograd. En Crimée, un train de carburant en mouvement a également été touché. On commence à remarquer ce que j'avais dit il y a un peu plus de 2 mois. L'Ukraine se prépare de plus en plus à contrôler l'espace aérien au-dessus de la Crimée. Au début, il s'agissait surtout de rapports sur des unités spéciales qui se rendaient en vedette rapide sur la côte de la Crimée, la plupart du temps sur la côte nord-ouest. Ils accostaient en là-bas et utilisaient des drones vus à la première personne pour détruire des radars ou des systèmes de défense anti-aérienne russes. Après avoir réussi cela, ils retournaient sur leur vedette rapide, puis revenaient sur un territoire contrôlé par l'Ukraine. Puis davantage de premiers drones non guidés sont arrivés pour frapper le radar et d'autres complexes de défense anti-aérienne. Et maintenant, nous voyons de très nombreuses attaques ciblées et surtout guidées en Crimée. Pendant qu'on chasse les complexes de défense anti-aérienne et les dépôts importants, donc comme je l'ai dit, les complexes de défense anti-aérienne restent ici un élément essentiel. On veut essayer, et c'est ce que j'ai dit. Nous voulons rendre l'espace aérien au-dessus de la Crimée aussi contrôlable que possible, en détruisant au sol tous les complexes et véhicules de défense anti-aérienne ainsi que les radars, et ainsi permettre à d'autres drones, voire un jour à des avions. Cela permet de survoler l'espace aérien ici, et cela continue. L'unité de drone Primary du service de renseignement militaire du direction principale du renseignement a détruit 2 radars de haute qualité en Crimée. D'un côté, le Kastat 2E2, de l'autre, le radar 96 L6 connu du S4Sense. Cette attaque a également eu lieu au cours des dernières 24 heures. Un nouveau design d'ogive a été identifié sur un drone, Shahed russe. Le système serait doté d'une ogive double d'un poids total d'environ 100 kg, soit. Elle comprendrait 2 charges explosives d'environ 50 kg chacune. Le système d'ogive double améliore la portée et la flexibilité du drone Shahed. Avec 2 charges explosives distinctes, une détonation différée permet de percer d'abord une structure, comme un mur en béton, puis d'accentuer les dégâts internes avec la seconde charge. On s'ouvre en quelque sorte un accès à l'objet, puis avec la deuxième charge, on fait simplement exploser à l'intérieur. L'alternative serait bien sûr un effet destructeur accru sur une plus grande surface. Cela améliore l'efficacité contre des cibles fortifiées et zones denses et accroît la puissance destructrice. Par drone sans augmenter le nombre de systèmes déployés. Avez-vous déjà entendu parler de l'effet Streisand ? Il décrit le phénomène où cacher quelque chose attire paradoxalement plus d'attention. Barbara Streisand a voulu empêcher la diffusion d'une photo de sa maison, ce qui a eu l'effet inverse, l'image est devenue virale et largement partagée.
Ici, vous découvrez la situation en Ukraine, d'autres vidéos intéressantes et apprenez également de nouvelles choses. C'est à peu près la même chose ici. Un hangar gris dans un environnement assez détruit est recouvert d'un filet de camouflage vert pour empêcher que quelqu'un puisse regarder à l'intérieur. Ça titille forcément l'esprit de tout le monde, car on peut supposer qu'il y a quelque chose de précieux à l'intérieur. Et c'était bien le cas. 5 véhicules lourds ont été soigneusement garés et cachés ici. Pour les pilotes de drones, c'était évidemment une belle trouvaille, car ils ne pouvaient ni se défendre, ni esquiver. Regardez les véhicules blindés d'infanterie. Ils disposent ici aussi de la mesure la plus efficace connue à ce jour contre les drones, à savoir une cage de protection avec des fils métalliques dans lesquels les drones peuvent s'en mêler. Ainsi, ils ne pénètrent pas le blindage principal et l'équipage ne se bloque pas lui-même. Et sur toutes les cendriers, la visibilité n'est pas obstruée par des constructions massives autour du char, comme nous l'avons vu au début avec les premiers chars Tortultan, par exemple. Le régiment ukrainien Achille a publié des images montrant la destruction d'un pipeline souterrain que les forces russes utilisaient pour s'approcher discrètement en direction de Kupiansk. Selon les autorités ukrainiennes, environ 3 tonnes d'explosifs ont été utilisées lors de l'opération. Cette mesure a conduit à la neutralisation complète de cette voie d'infiltration. Pourquoi ne pas faire cela avant que les Russes n'utilisent le pipeline pour entrer dans la ville? Ce n'était pas la première fois. Avdiivka nous a montré que les Russes, Polovantsy pouvaient contourner les positions ukrainiennes en utilisant des pipelines. Ensuite, cela s'est reproduit 2 fois avant qu'ils ne le fassent à Kupiansk. Il y a quelques mois, un commentaire soulignait que nombre de ces pipelines remontent à l'époque soviétique et qu'on les a construits à l'ancienne, à la manière soviétique, plus ou moins complètement, mais c'est une explication trop simple. L'administration municipale doit bien savoir où passent les pipelines dans la ville. On peut toujours les bloquer ou les faire exploser. Si les Russes arrivent, au lieu de les laisser passer et d'essayer, avec beaucoup d'efforts et de difficultés, de reprendre les positions. Ça a fonctionné à Kupiansk cette fois, mais comme nous le savons, ce n'est pas la règle. CWS a été presque entièrement conquis par les Russes, selon moi même complètement. Les nouvelles géolocalisations montrent déjà ici des soldats russes à l'ouest de la ville. La 123e russe, la brigade de fusiliers motorisés a rapidement conquis la ville grâce à son efficacité. Ce qui est en fait extrêmement rapide pour les standards russes. C'est-à-dire que si les Russes avaient mis les 3 mois ici, cela aurait déjà été rapide pour les standards russes. Il n'y a presque rien d'autre à ajouter. La prochaine bataille à proximité sera celle de Liman, qui se trouve juste ici au nord-ouest. Comme je l'ai dit, des soldats russes se trouvent à cette altitude, mais aussi ici, plus au nord. Ceci est une ancienne annotation, tout cela est en rouge clair, pas en rouge foncé. Mais vous savez où je veux en venir. La pression demeure forte ici, et les zones grises s'étendent largement vers Liman. Vous rappelez-vous que j'ai mentionné il y a quelques jours qu'un AN-22 s'était écrasé en Russie avec 6 ou 7 personnes à bord? Voici la première vidéo, juste avant l'impact. Ça ne ressemble pas à un tir abattu, mais plutôt à une défaillance technique. Comme on le supposait, il pourrait s'agir d'une fatigue des matériaux, ce qui peut arriver avec de vieux avions de l'époque soviétique qui, de toute façon, sont mal entretenus. Dans ces cas, je suis toujours heureux d'avoir le TUV en Allemagne. Même si tous les 2 ans j'ai un peu peur, c'est préférable à prendre l'avion et ressentir cette peur chaque jour. La route Izium-Sloviansk est désormais entièrement recouverte de filets anti-drones. Ainsi, la protection le long de cet axe d'approvisionnement et de déplacement stratégique a été nettement renforcée contre les drones. Nous devons surveiller le comportement des filets en hiver, car certains tronçons se sont souvent effondrés sous de fortes neiges. Peut-être que les Ukrainiens ont déjà aidé ici. Merci spécialement aux membres du canal de l'équipage des algues, en particulier au lieutenant-colonel Rennecke, Robert et Silla. Merci encore pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à bientôt pour le prochain rapport de situation.